démarrer cette conférence, cette intervention sur un témoignage d'Édouard Leclerc. Enfin, il n'est pas là, lui, en personne, comme vous le voyez, mais Annabelle va le représenter. En fait, Leclerc, c'est un modèle coopératif. Peut-être vous le savez, chaque entrepreneur, directeur de magasin est un entrepreneur indépendant. Et dans ce modèle-là, c'est plus compliqué de déployer un outil ou d'imposer une marque en interne, puisqu'il faut, il faut former sans imposer, il faut convaincre plutôt qu'imposer. Et donc, on va voir comment ça se passe, comment ça s'est passé pour créer un écosystème digital cohérent et comment ça a pu fonctionner en se basant sur l'expérience apprenant. Donc, pour intervenir, vous avez Annabelle Amblard, directrice L&D de Leclerc, et Frédéric Hébert, Chief Learning Officer de RiseUp, pardon, oh, qui vont intervenir sur ce sujet. Alors, je vous laisse démarrer, s'il vous plaît. Annabelle, tu veux commencer ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là, de partager nos pratiques et notre expérience. Donc effectivement, l'enseigne Leclerc, c'est une coopérative de plus de 700 chefs d'entreprise qui sont chacun patron chez eux, c'est des indépendants. Et donc au quotidien, ils font tourner leur boutique, mais ils se sont également engagés et ont créé des entités territoriales ou nationales où travaillent des gens comme moi. Et ensemble, on met à disposition toute une offre de services au service des magasins. L'enseigne concrètement, pour revenir sur le sujet de Michel. Michel, c'est pas mon patron. Mon patron, il s'appelle Sébastien. C'est le DG d'une de ces entités qui s'appelle Le Gallec. Et au quotidien, je travaille en binôme avec Émilie, qui est par ici, et qui est chef d'entreprise d'un magasin dans le sud de la France. Et ensemble, on réfléchit, on pense, on teste des projets qu'elle teste dans son magasin pour la collectivité. Donc c'est ce binôme-là qui constitue l'organisation du mouvement Leclerc. Au sein de notre écosystème, vous l'avez du coup mieux compris, la souveraineté de ces patrons, la souveraineté des RH, puisqu'ils disposent également de leur propre RH qui pilote leur stratégie, leur politique sociale et leur stratégie de développement des compétences. Notre enjeu chez nous, c'est d'arriver à les convaincre. Concrètement, au sein de l'enseigne, c'est pas parce qu'un projet est validé par le national qu'il est adopté en magasin, mais parce qu'en fait, il sert le quotidien des collaborateurs et des collaboratrices dans les magasins. Ça part du terrain, on est très concret. Et lorsque l'on est utile, on peut diffuser plus largement. Quand je viens sur la culture learning, on peut considérer que la transmission, ça fait partie de l'ADN Leclerc. On transmet depuis toutes les générations, depuis le début de l'enseigne Leclerc. Donc, il y a une vraie culture de l'oral, du peer-to-peer, du tutorat, de l'apprentissage. Donc, la formation, c'est l'essence et c'est aussi l'ADN de chez Leclerc dans un écosystème qui est digitalement work in progress. Ok. Frédéric, alors, ah oui. Et donc, moi, Frédéric Hébert, je suis chez RiseUp et donc, je crois qu'on a été un peu vite. On a été un peu. Tu as déjà présenté, ça, je crois, Leclerc. Donc, nous, RiseUp, donc nous, on collabore avec Leclerc. On est une solution française. On se qualifie comme étant une solution tout en un qui va pouvoir aider les équipes formation à répondre à leurs challenges. Et dans ce cas-là, aider Leclerc dans leur transformation, dans l'upskilling, désolé pour le mot non français, mais j'ai jamais de mot adéquat pour ça, mais dans leur problématique de montée en compétences de leurs collaborateurs sur les différents magasins, avec les problématiques, comme dit Annabelle, d'être dans une organisation où en fait qui est très décentralisée, où en fait il n'y a pas réellement de tour de contrôle qui va imposer, et donc comment j'arrive à influencer les magasins, les collaborateurs à se former dans cet environnement où c'est un peu plus compliqué que quand ça vient du haut et on vous dit de faire cette formation-là. Donc nous, voilà, on est RiseUp, 3 millions d'apprenants, quelques beaux clients. Ouais. Donc, je vous laisse lire les slides, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Et donc, quel rôle joue la formation dans votre modèle de performance ? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on parle de développement de compétences, de montée en compétences, mais à quel moment, en fait, ça a un rôle sur le modèle de performance ?
Alors, Donc là, j'ai hop, passé un petit on a peu passé. après. Ça, c'est Donc, tout. en fait, c'est assez intéressant parce que je vais pas faire forcément le lien avec le nouveau produit qu'on lance aujourd'hui, mais pour la petite histoire, moi, je viens de la formation. J'ai fait 15 ans où j'étais dans les grands groupes à mettre en place de la formation. J'ai une vie précédente au niveau de la tech et je me suis toujours dit, c'est toujours comme ça que j'ai abordé la formation, c'est que la formation, c'est pas une finalité en soi, c'est la performance. Bah ouais. Le but, en fait, on forme pas des gens pour les former, sinon, enfin, c'est sympa, hein, mais la finalité, c'est de les rendre efficaces au quotidien. Donc, en fait, toute la problématique qu'on a eue ici avec Leclerc, c'est comment on arrive à les accompagner dans cette transformation qui va avoir un impact sur la performance quotidienne des collaborateurs de Leclerc. C'est ça la vraie Ça fait le problématique. lien avec les 2 conférences précédentes, hein, Voilà. l'impact et la performance. Et donc, ce qu'il a fallu craquer déjà, c'est comment on arrive dans cette organisation décentralisée à équiper Annabelle avec quelque chose de simple. Ouais. Parce que qui dit simple, dit déjà on élimine une première friction qui est l'accès. Si c'est compliqué à accéder, déjà la friction, dès le début, on n'est pas là. Donc il y avait cette vraie problématique d'accès. Il y avait aussi toute une problématique, et ça Annabelle, peut-être que tu rentreras dans le détail après, c'est la migration. Il venait d'un environnement avec un système historique un peu compliqué. Et comment on arrive à passer à grande échelle. Donc, simplicité, grande échelle. Et après, pour revenir sur le dernier point qui couvre toute la chaîne de valeur, c'est aussi comment j'arrive à équiper tous les collaborateurs en interne facilement. Ce qu'il faut bien comprendre, enfin moi je suis client Leclerc, donc je découvre à la fois en tant que client et aussi en tant que partenaire, c'est que les métiers sont tous différents. Comment j'équipe la caissière, comment j'équipe le rayon boucherie, les gens qui mettent en rayon. Donc comment créer cet écosystème de chaîne de valeur et de performance, comment je simplifie l'accès, comment je monte en échelle et comment j'arrive à servir tout le monde. Et donc ça, c'était la vraie problématique à laquelle on a essayé de répondre, j'espère. C'était ton constat de départ, en fait, c'est ce que tu as vu en prenant le projet, quoi, c'est ça. Oui, ouais. La problématique, c'est comment j'arrive à tuer tout le monde, les influencer dans un environnement compliqué. Ouais. Et alors, le challenge, comment vous l'avez relevé? Là, c'est plus, je vais dire, nous, on a fait notre maximum en tant que fournisseur, mais après, c'est une collaboration de tous les jours. Et c'est vraiment Annabelle, avec ses équipes, son influence, sa vision, qui a permis de transformer cela en plus qu'une vision. Ok. On est surtout parti d'un constat que, avant de développer notre plateforme qui s'appelle Adèle, on avait beaucoup de présentiel. On en a encore beaucoup aujourd'hui et l'enjeu c'est qu'il continue. Et on avait beaucoup de plateformes. On avait plusieurs plateformes de e-learning. Avec du contenu qui était éclaté un peu partout, et parfois du contenu inexistant sur certains métiers. Donc cette fragmentation elle rendait l'offre assez illisible. Donc c'était un premier irritant que l'on avait capté et il fallait lever ce sujet-là. On avait des collaborateurs qui en avaient partout, on avait des RH qui pilotaient plein de projets, qui manquaient de productivité et de l'ancrage qui était difficile à rendre en commun, du contenu qui était difficile à ancrer pour le collectif. Donc le premier point, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai irritant de je n'ai pas de contenu, encore moins du digital, pour différents métiers. Donc on avait... Du coup, Annabelle, si je comprends bien, vous êtes partie du terrain, des irritants du terrain, plutôt que d'avoir une opinion un peu toute faite au niveau global. Exactement, tout à fait. Donc premier irritant, il y en avait partout, on ne savait pas trop, il y a plusieurs plateformes. Exactement. Okay, deuxième irritant. Le deuxième irritant, c'est que les plateformes qui existaient étaient sur des modèles différents, ils n'étaient pas en SaaS, donc elles étaient difficilement accessibles. Il fallait tout un cheminement d'expérience utilisateur qui était très contraignant, donc une difficulté d'accessibilité. Et surtout, le dernier irritant, c'est le sujet du contenu. Il y avait beaucoup de contenu qui ciblait que des typologies de métiers très particulières. Exactement. Donc chacun allait sur sa plateforme. Chacun allait sur sa plateforme. Des contenus existaient, des contenus n'existaient pas. Et surtout, puisque moi je vise toujours la cible RH, formation, en plus bien sûr des dirigeants, c'était la multitude des contenus, la multitude des démarches d'accompagnement qu'il fallait avoir avec des collaborateurs qui sont dans la grande population des employés qui n'ont pas un device H24 avec eux, qui n'arrivent pas tout le temps à se connecter de manière autonome. Et tout ça, c'était des grippants pour pouvoir proposer une expérience qui soit plus facile. Ouais, ok. Et du coup, pas de homogénéité, de passer de l'un à l'autre. Exactement. Le problème d'homogénéité était prégnant. Ok.
D'accord. Et alors du coup, Frédéric, de ton côté, cette vision éclatée, etc., ça t'a fait peur ou l'habitude, vous savez gérer chez Rise Up? Comment ça s'est passé? A priori, on a su gérer, vu que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Ça fait toujours peur. Ouais. Après, nous, on a quand même, enfin, on a une plateforme, hein, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis des années. Ouais. Donc, c'est pensé pour gérer ce genre de choses. Mm. Donc, ce qui fait peur, c'est pas forcément la capacité de répondre, c'est comment on va transformer ça en réussite. Ouais. C'est le projet, comment on va embarquer. Parce qu'on est un outil au final, mais c'est toute la démarche d'embarquement. C'est du change en fait. Ouais. Et donc, c'est ça la vraie problématique, c'est comment on arrive à travailler ensemble pour créer cette adhérence, cette adoption. Donc, ça fait peur parce qu'on a toujours peur au début d'un projet, on ne sait jamais si ça va marcher. Mais c'est comment on travaille ensemble à faire adhérer via des problématiques, via du change management. Donc, pas plus peur que ça, mais c'est un travail au fil de l'eau, hein, tous les jours pour faire adhérer, communiquer, embarquer, influencer. C'est ça. C'est le vrai challenge. Convaincre, comme on disait tout à l'heure. Hein. Donc, convaincre des chefs d'entreprise, on a vu, hein, qui peuvent être coriaces, hein, on les connaît maintenant. et qu'il faut convaincre, effectivement. Alors, du coup, comment vous avez... donc, c'est pas juste l'outil. Donc, tu dis, il y avait du change management autour de ça. Et j'ai entendu le nom, Adèle. Du coup, pourquoi c'était important de donner un nom, une identité à ce projet? C'est la patte Leclerc. Chez nous, en interne, tous les outils ont un prénom de femme, d'homme. Et Adèle, qui est un acronyme pour apprentissage à distance Édouard Leclerc, c'était l'occasion de créer un repère, un outil qui soit... une marque repère, donc. Une marque repère. Oui, bien joué, merci. Une marque qui soit immédiatement identifiable pour tout le monde. En fait, on n'a pas voulu ajouter un outil de plus à la pile. On a voulu simplifier l'écosystème. Il y avait déjà beaucoup d'outils. Et donc, du coup, c'était l'occasion de répondre à l'enjeu de cette hétérogénéité de chefs d'entreprise qui sont éclatés culturellement et géographiquement, que de leur proposer une porte d'entrée unique. Et surtout, cette porte d'entrée unique, elle a un sens parce qu'elle permet de rendre accessible la formation à tout le monde. Ok. Mais c'est pas parce qu'on est des chanteuses, quoique un petit peu quand même. Mais Adèle, aujourd'hui, ce qui est assez puissant quand on entend parler les collaborateurs de cet outil, c'est que c'est un réflexe en fait. Ouais, on a vraiment associé le Adèle à du e-learning. Ok, ça marche. Et du coup, vous parlez... Tu as quelque chose à ajouter peut-être? Pas du tout. Ok. Adèle, ça te plaît aussi comme prénom? C'est chouette? C'est impactant. En tout cas, chez nous, en interne, on sait ce que c'est qu'Adèle. Adèle, c'est aussi intéressant. C'est qu'on a quand même pas mal de clients. Ouais. Je suis incapable de donner le nom de toutes les plateformes. Ouais. En revanche, c'est sûr que quand on parle d'Adèle, c'est marqué Leclerc. C'est vrai. On le sait. Donc, c'est assez rigolo de voir la puissance de la marque en interne, à quel point elle est aussi diffusée chez nous. Parce que clairement, Adèle, on sait tous ce que c'est. C'est Leclerc. Ah, on a perdu les slides d'un coup. Oups. Non, je pense pas que ça vienne de toi. C'est là-bas. Ils vont le remettre. Ok, depuis le début, vous insistez beaucoup sur l'adhésion, le côté co-construction avec les gens du terrain, les entrepreneurs du mouvement. Qu'est-ce que ça change très concrètement quand on part justement des irritants du terrain par rapport à la vision globale? On l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça change pour convaincre du coup les adhérents, enfin les gens qui sont... Notre parti pris, c'était de dire qu'il faut co-construire avec les gens du terrain. En fait, on ne demande jamais aux magasins de nous suivre. On les implique dès le début. On demande à ce qu'ils co-construisent avec nous. Ouais. C'est très puissant parce que quand on est engagé comme tout dès le début, quand on est impliqué, on va dire, dès le début dans n'importe quel projet, on s'engage au long cours. Et c'est ce qui fait encore aujourd'hui la force d'Adèle. On a appliqué ce modèle-là dans la construction de la plateforme. On applique ce module-là dans cette façon de faire dans la construction des modules. Concrètement, comment ça s'est passé? On est allé chercher des représentants dans les différents magasins, les entités dont je vous parlais qui sont sur du territoire ou du national, nos experts métiers que l'on a questionnés, que l'on a diagnostiqués pour cerner leurs attentes, leurs besoins. Ils sont devenus des pilotes, ils ont bêta-testé en local nos idées, et puis naturellement, ils sont devenus des ambassadeurs
j'ai participé à la construction de la plateforme, de l'outil, etc., ou du contenu, et je deviens naturellement un ambassadeur, par effet de levier, en fait, un super commercial de nos projets en local auprès des pairs. Ça, c'est très puissant, la co-construction pour engager dès le début et au long cours. D'accord. Mais du coup, j'entends aussi qu'ils ont participé à la création du contenu, c'est ça ? Oui, effectivement, effectivement, ce modèle-là, on l'a appliqué aussi sur le contenu, parce que sur la plateforme, on a finalement 2 niveaux de création de contenu. Nous, au national, on a créé un fonds de rayon, comme on dit dans le milieu du retail, c'est-à-dire qu'on a créé plus de 400 contenus de formation sur des sujets spécifiques et métiers pour adresser tout le monde, ratisser assez large pour que tout le monde vienne sur cet outil-là. Et dans un second temps, on a donné la souris à des concepteurs en local pour qu'eux-mêmes puissent créer leur propre contenu. Et ça, c'est hyper aussi impactant, parce que quand le contenu, il vient du terrain, quand il a valorisé des experts métiers du terrain, quand il a été construit avec le boucher qui a 20 ans d'entreprise et qui part bientôt à la retraite et qui va partir avec son savoir, c'est hyper engageant, parce que le chef d'entreprise, il laisse son savoir dans l'entreprise. Il reste là. Le boucher est hyper valorisé parce qu'il démontre qu'il a tout un savoir-faire, tout un savoir-être. Et puis les RH ou les responsables formation, ou en tout cas ceux qui conçoivent, sont hyper aussi valorisés parce qu'ils mènent un projet en collectif. Ok. Et du coup, c'est partagé à l'ensemble des autres magasins. Exactement. Okay. Nous, notre offre, on va dire nationale, fonds de rayon, elle est accessible à tout le monde. Toutes les entités, tous les magasins peuvent utiliser cette offre. Et lorsque je suis concepteur en local, grâce à l'organisation sur RiseUp qui limite les périmètres, un magasin publie à son propre magasin. Ok. Mais si vous estimez que ça peut convenir aux autres, après, est-ce que vous faites un système de pédagogie où c'est partagé le boucher de Saint-Herblain? Je ne sais pas s'il y a un magasin à Saint-Herblain. Exactement. Est-ce qu'il peut parler au boucher de Montreuil-sur-Seine, par exemple? Oui, tout à fait. J'y reviendrai si vous voulez pour vous présenter un peu notre organisation, mais on a des référents en fait qui pilotent cette plateforme au niveau territorial, et ils ont justement cette action un peu de veille pour cerner si des magasins ont créé quelque chose qui peut servir la collectivité, et ça remonte au niveau du territoire pour servir l'intérêt de plusieurs parties. Okay. Comment ça se passe du coup au niveau de la plateforme? Ça, c'est facile à gérer? La plateforme est nativement pensée pour ça. Okay. Donc elle permet de siloter, de cibler, mais à la fois de créer différents environnements qui soient dédiés. Mais ce qui est assez intéressant, ce que disait Annabelle, en fait, ça me fait penser à ma précédente vie. Ce que tu fais là, en fait, c'est peut-être un tip que je vais partager. Et du fait de ma nouvelle vie, c'est de se dire, en fait, tout ce qu'on fait là, ce que tu as fait en termes de conduite du changement, en fait, c'est purement une approche marketing. Et ça c'est intéressant à voir en termes de raisonnement, c'est qu'en fait, c'était pas qu'un outil que tu avais, c'était un produit. Et en fait, tu as été, dès le début, chercher tes consommateurs. Et tu as créé le produit de tes consommateurs. Ce qui fait qu'au final, tu as créé l'adhérence et tu as permis après de transformer. Et en fait, ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette approche en fait, qui n'est pas forcément pensée dès le début, mais tu es totalement marketing dès le début, dans la conception. Bravo, Anne. Et typiquement, dans cette même veine-là, quand je vous parlais de nos concepteurs en local, on ne les a pas lâchés dans la nature. On a créé un kit du parfait concepteur pour leur permettre de se lancer et de monter en compétences. Notre objectif interne, c'était de valoriser notre métier là, de développeur de compétences pour booster l'apprentissage dans l'entreprise. Mais en fait, ce kit, on l'a constitué avec de la formation présentielle, distancielle. On a créé des templates pour qu'ils puissent se lancer. L'outil permet d'utiliser des tas d'outils d'auteurs. On a référencé aussi nos agences partenaires avec lesquelles on travaille, nous, au national, quand on crée des contenus. On les a listés, on les a référencés, on les met à disposition de ces contenus, de ces concepteurs en local. On anime des webinaires pour pouvoir leur ouvrir les chakras sur ce qu'ils font ou ce qu'il faudrait faire. C'est important de retenir ça, que ouvrir les droits pour que vos concepteurs sur RiseUp puissent concevoir, c'est super. Mais derrière, il faut leur amener des moyens pour qu'ils puissent se lancer sereinement et de manière surtout efficace. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, que la formation est devenue maintenant un réflexe pour les équipes terrain? C'est-à-dire, dès qu'on pense formation, on pense Adèle et hop, on y va. Je pense que ça participe de ce que disait Frédéric, c'est qu'on pense l'expérience de l'utilisateur comme pensent nos chefs d'entreprise de l'expérience client.
on essaye de créer quelque chose qui fait qu'on a levé un maximum d'irritants et on propose une expérience qui est simple, utile, engageante. Concrètement, là aussi, on a par exemple sur RiseUp, on a la possibilité de créer des pages personnalisées. Ouais. Donc techniquement, on a créé des petits boutons de raccourci pour qu'en quelques clics, je puisse aller là où je vais tous les jours régulièrement sans avoir à chercher dans les menus. Je dis pas que les menus sont pas bien. Je dis juste qu'on a mis des petits clics pour, compte tenu de nos expériences utilisateurs, on puisse aller chercher les informations là où elles vont bien. Ça, c'est assez puissant. On a créé aussi des communautés de référents territoriaux que nous, on anime et qui, eux, après, également animent en local. On les a équipés, on leur a créé plein de kits de communication pour qu'ils puissent dire que ça existe, ça se passe là, aller sur ce sujet-là. On a créé aussi un catalogue digital. Quand on vend du digital, c'est important aussi il est là de pouvoir consulter l'offre sur un outil digital. Donc, on peut rapidement, là également, se rendre dans les métiers de l'alimentaire, aller chercher les modules de la boucherie qui vont bien pour inscrire tout de suite son collaborateur. Ouais, vous avez facilité à chaque fois le moins irritant. Et là, j'ai copié-collé la stratégie de nos patrons de magasins. Ouais. Il faut lever les irritants pour que les gens s'engagent plus facilement et surtout aient le réflexe d'y aller. Alors justement, quand on parle des patrons, des chefs d'entreprise, il y a quand même un critère qui les motive avant tout, c'est le retour sur investissement. Donc comment on revient à l'impact, comment on les guide pour pouvoir piloter, diriger, comme mesurer l'impact, la performance, comment ça se passe? C'est toujours la même chose, hein, c'est de la donnée. Il faut de la donnée accessible, en gros volume, et qui permette après d'être exploitée. Donc être capable de capter, exploiter et analyser. Donc ça, sans ça, on peut pas piloter. Hein. Sinon, c'est le doigt mouillé, ça marche pas. Et donc, pour avoir la donnée, forcément, c'est tout ce qui se passe avant. C'est ce que disait Annabelle sur l'expérience, sur la marque, le fait que les gens y vont. Donc, en fait, pour prouver le retour sur investissement ou l'impact, moi, je préfère parler d'impact. Ouais. Parce que c'est un peu compliqué, des fois, le retour sur investissement. En revanche, mesurer l'impact, ça, c'est possible. Et ça, pour ça, c'est via des outils de données. Donc nous, on a un ensemble de, je sais plus, on doit avoir à peu près 250 KPI dans la plateforme qui permettent de suivre la donnée. Mais c'est de mesurer l'impact. Après, c'est plus ou moins facile de mesurer le retour sur investissement sur certaines initiatives. C'est possible, mais c'est ça en fait. Il faut prouver l'impact. Et derrière, si on y arrive et qu'on a la maturité, c'est en plus le retour sur investissement. Mais sans la donnée au même endroit simple d'accès, c'est impossible. Et du coup, Annabelle, concrètement, ça se traduit comment en magasin, alors, sur ROI, cette mesure d'impact? Eh bien, concrètement, c'est que quand on parle aux chefs d'entreprise et quand on parle aussi aux RH qui sont très tournés sur l'impact, on parle leur langage et celui qui est celui de la performance. En fait, en utilisant les outils de RiseUp, on a, nous, par exemple, donné une valeur à la formation, une valeur pécuniaire. Et dans ce sens, sur des tableaux de bord spécifiques, on a... Nos dirigeants peuvent voir le montant de leur investissement versus le montant de leur consommation. Et ça a un vrai impact et un vrai sens pour la performance et la stratégie formation. En fait, ils mesurent, ils donnent de la valeur, du concret à la formation. Et c'est pas que pédagogique, c'est pas que des grandes idées, c'est concret. Très bien. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire sur le cas Leclerc, en fin de compte? Qu'est-ce que ça, selon vous, alors je pose la question à tous les deux, hein, qu'est-ce que ça illustre en fait comme stratégie de formation et qu'est-ce qu'on peut en déduire si parmi les personnes de la salle, ils veulent s'en inspirer pour pouvoir le faire chez eux? Moi, je vais donner mon avis, je te laisserai partager le tien. Moi, ce que je trouve intéressant dans le cas Leclerc, en tout cas, c'est l'ensemble de la chaîne projet. C'est entre, OK, je sélectionne un outil, c'est une chose. C'est tout ce que je vais faire derrière en termes prendre mon outil qui va avoir répondre à un besoin ici qui est très décentralisé, créer de l'adhérence, de l'adhésion, et comment je le mets en action, comment je crée une marque, comment je crée une expérience, comment je pilote cette expérience pour prouver de la valeur. Et là, ce qui est beau, et c'est pour ça que moi je suis content parce qu'Annabelle soit là, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble, c'est d'arriver en fait à couvrir toute cette chaîne de valeur. Parce que des fois, on a
des goulots d'étranglement, on n'a pas la donnée, l'expérience n'est pas là, il n'y a pas forcément l'impact. Mais là, ce qui est beau, c'est d'avoir réussi à faire toute cette chaîne de valeur et d'en créer une marque, en fait, chez vous. Oui, c'est une marque et un des points au-delà de tout ça que l'on a, sur lequel je suis à cheval, on va dire, c'est le service aussi après-vente. Ok. C'est-à-dire que nous, on est beaucoup sur le terrain. Notre meilleur investissement avec Noémie, qui travaille avec moi, c'est notre abonnement SNCF. On est tout le temps sur le terrain pour pouvoir aller chercher les retours d'expérience, etc. Parce qu'en fait, si vous créez une expérience qui est positive, les 150K utilisateurs que l'on a aujourd'hui sur la plateforme, ils attendent un retour quand même sur investissement. Donc je pense que la réussite, c'est que l'on a pu créer une plateforme qui propose cette expérience qui est accessible, engageante, locale, parce qu'elle respecte l'identité des chefs d'entreprise, même si c'est une démarche collective. Elle est surtout mesurable. Et ça, c'est la vraie puissance. C'est un peu la preuve qu'avec un bon partenaire, je pense qu'on peut servir la stratégie globale de la formation en rameutant, en fait, en essayant de convaincre, je vais y arriver, des chefs d'entreprise, en respectant leur identité locale et en étant, in fine, performants. Merci à tous les deux. On peut les applaudir. Il reste peut-être 5 minutes si vous avez des questions rapides. Oui, madame, 3e rang. Bonjour, merci pour cette présentation. Sur quelle durée vous avez mis en place, structuré, organisé le projet de déploiement et avant de faire le lancement, d'une part. Et deuxième question, très intéressée par la valeur pécuniaire. Comment vous avez... pourriez-vous nous en dire plus? Donc la durée et le budget, les deux questions clés en fait. La durée, chez nous, il faut que ça aille vite. Donc votre question, elle concerne l'appel d'offres ou vraiment la mise en œuvre de ce projet global? La mise en œuvre, ça fait 5 ans qu'on met en œuvre. On met en œuvre tout le temps. Mais concrètement, ça a pris bien 1 an de développer, de migrer, de créer du contenu, etc. Mais le contenu, on le crée régulièrement. La partie pécuniaire, en fait, chez nous, tout se paye. Les chefs d'entreprise, ici, ils payent un abonnement à la plateforme Adèle, un peu comme que vous payez un abonnement à un forfait téléphonique, à Netflix, etc. La contrepartie, c'est qu'ils peuvent ouvrir autant de comptes qu'ils veulent et accéder à autant de formations et former autant de personnes qu'ils le veulent. Et de l'autre côté, en fait, on a donné une valeur, un taux horaire à la formation. On évalue à X euros l'heure de formation. Et à partir du moment où une personne a fini sa formation, on mesure en fait la durée en heures et on confronte les deux, le montant de l'abonnement versus la concaténation en fait des formations terminées par les collaborateurs au sein du magasin. Merci beaucoup. Ce sera la seule question puisqu'on enchaîne avec la prochaine intervention. Merci à tous les deux.